Bonjour à tous, moi aussi, hein, je suis ravi de retrouver des gens comme ça en présentiel. Les conférences en visioconférence, bon, c'est un palliatif, mais ce n'est qu'un palliatif, donc c'est un plaisir de se retrouver comme ça ensemble dans un même lieu. Alors c'est une entreprise ardue que de parler après Serge a développé avec beaucoup de talent une thématique tout à fait passionnante dans laquelle évidemment j'ai des connaissances plus que limitées, c'est un euphémisme, mais qui m'a à titre personnel beaucoup impressionné. Et la loi et son application dans tout ça. Une entreprise difficile parce que le droit apparaît dans l'imaginaire collectif, je crois, comme étant une matière assez aride, d'autant plus qu'on l'imagine, alors on en a chacun ses représentations bien sûr, mais d'autant plus qu'on imagine le droit comme étant la matière de la précision absolue, et puis, comment dirais-je, des décisions mécaniques et tranchées. Je voudrais non pas forcément m'inscrire en faux contre cette approche, mais pour autant la nuancer. La nuancer en vous disant que le droit est une discipline de l'approximation et de l'arbitrage. Euh, une discipline de l'approximation, pourquoi? Parce que le droit eh bien, aborde le réel de façon approximative, d'une part parce qu'il va utiliser, comme toutes les disciplines, c'est vrai, mais lui notamment, un prisme réducteur, c'est-à-dire que ce sont les critères légaux, les critères définis dans les textes et ou par la jurisprudence, qui vont permettre de donner une lecture d'une situation définie face à telle ou telle situation, eh bien telle caractéristique considérée comme étant pertinente pour la loi, telle autre est considérée comme étant indifférente, et donc il y a forcément réduction dans la perception du réel, de par ce prisme réducteur de la norme. Et puis également une approximation dans l'approche que le droit peut se faire du réel, parce qu'il utilise de façon assez courante un certain nombre de présomptions abstraites, et comme toute présomption abstraite, eh bien, elle est potentiellement, parfois, cette présomption fausse. Vous en avez un exemple sur la diapo qui s'affiche. C'est la situation de l'individu qui, parce qu'il est âgé de 18 ans, révolu, est considéré comme étant majeur. Il a, dit-on, pour parler comme un juriste, la capacité juridique. Et la présomption tient au fait que, parce qu'il a biologiquement 18 ans, eh bien, il est alors présumé aux yeux de la loi comme apte à prendre en charge ses propres intérêts, c'est-à-dire à pourvoir juridiquement, à décider pour lui-même ou pour ceux dont il aurait la responsabilité. C'est une présomption abstraite qui n'est donc parfois pas toujours vraie. En effet, est-ce qu'on peut dire sur la base de cette présomption qu'on serait face à une certitude absolue, l'individu à 18 ans révolu, ça y est, c'est acquis, ainsi du jour au lendemain, dans la nuit de son anniversaire de 18 ans, il a acquis de façon pleine, entière, définitive cette aptitude. Quid alors du jeune majeur, ou bien encore, et on est en plein dans la thématique qui nous intéresse, de la personne qui va souffrir d'une pathologie mentale. Il va falloir, de ce point de vue-là, sans doute affiner l'approximation que le droit nous donnerait au départ. Et puis, le droit, c'est aussi une discipline de l'arbitrage entre des intérêts divergents, si ce n'est parfois même antagonistes, des intérêts dont l'opposition va s'extérioriser dans le conflit. C'est alors que le conflit judiciarisé, c'est-à-dire porté en justice, va appeler le juge à intervenir pour trancher, dit-on, c'est-à-dire mettre un terme à cette opposition. Alors, mettre un terme à cette opposition, ce n'est pas pour autant vider la conflictualité de la relation. C'est pour ça que la décision de justice n'est pas forcément la panacée, mais elle est là comme solution que la société a institutionnalisée pour éviter, autant que faire se peut, que les gens ne règlent leurs comptes uniquement par leurs propres moyens, c'est-à-dire par la violence.
Or, cet arbitrage, vous en avez un exemple, c'est typiquement le conflit de voisinage à propos d'un arbre dont le voisin se plaindrait que l'hiver, il perd son feuillage chez lui, il lui cause des désagréments, ou que l'inverse, l'été, il lui fait trop d'ombre. Le juge va donc trancher cette question de l'arbre, faut-il ou pas le couper, l'élaguer, etc., etc. Mais dans un tel cas, est-on certain que les intérêts en présence ne concernent que les personnes en conflit, c'est-à-dire ne concernent que les voisins qui s'opposent l'un à l'autre? Est-ce que l'intérêt général n'est peut-être pas intéressé par, questionné par cette situation, ou même celle d'un tiers? Et là, vous me voyez arriver un peu avec mes gros sabots, c'est typiquement le cas des parents en situation de conflictualité et des parents qui ont un enfant en commun. Eh bien, c'est justement cette approximation et cet arbitrage qui sont, me semble-t-il, inhérents à la matière juridique, qui sont interrogés avec une acuité particulière, une acuité accrue, lorsque se pose la question de la parentalité en situation de trouble mental. En effet, la chose est suffisamment grave pour que le droit ne puisse se contenter d'une approximation médiocre, d'une part, et puis d'un arbitrage en trompe-l'œil, d'autre part, c'est-à-dire d'un arbitrage uniquement entre les intérêts en présence, sans tenir compte de l'intérêt général et du tiers, qui n'est pas forcément là. Fort heureusement, le droit de la protection de l'enfance, tel qu'il est aujourd'hui en vigueur, il reste sans doute perfectible, mais il a été, me semble-t-il, grandement amélioré. Eh bien, le droit de la protection de l'enfance prétend agir sur ces deux leviers. Agir sur ces deux leviers, c'est-à-dire d'abord affiner l'approximation, la rendre moins grossière d'une part, et d'autre part, et c'est sans doute un peu plus important encore, repositionner l'arbitrage de la loi. Ce sont ces deux axes que je voudrais brièvement développer devant vous. Affiner l'approximation, tout d'abord, premier axe d'amélioration, si j'ose dire, qui a été développé par le droit à la protection de l'enfance, grâce à deux procédés essentiels et complémentaires. Tout d'abord, premier procédé, c'est le renforcement de l'exigence légale dans l'évaluation et le suivi de l'enfant. Et puis, c'est ensuite, deuxième procédé d'amélioration, la mise en place d'outils qui vont être mis en œuvre pour cet affinement, si j'ose dire, des outils qui prennent la forme de l'instauration d'une feuille de route et d'un suivi régulier. Je veux parler du projet pour l'enfant, d'une part, et de l'évaluation périodique, tout autant d'instruments qui sont prévus par les textes, puisque je me positionne ici en tant que juriste. Premier élément dans cet affinement de l'approximation de la situation par la loi, eh bien, c'est le principe d'une exigence légale renforcée dans l'évaluation et le suivi de l'enfant. L'article L 112-3 du Code de l'action sociale et des familles, dans son alinéa 3, prévoit désormais que, je cite ce texte, les modalités de mise en œuvre des mesures de protection de l'enfant soient, je cite, adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et s'appuyer sur les ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. Autrement dit, ce qui sans doute, je l'imagine assez aisément, devait être le quotidien dans la pratique, du moins peut-on l'espérer, aujourd'hui est imposé par la loi. Alors, la loi, vous pouvez parfois la vivre, et moi aussi d'ailleurs, comme étant une contrainte, parce qu'elle pose un cadre, mais c'est aussi un support sur lequel vous allez vous appuyer pour expliquer que la loi l'impose. Voilà, ce n'est pas une lubie personnelle que d'exiger ceci ou cela. Ce texte, le Code de l'action sociale et des familles, le prévoit et donc, au fond, renforce la qualité de l'évaluation de la situation.
C'est aussi un deuxième élément qui renforce la qualité de l'évaluation, c'est l'instauration d'une feuille de route et d'un suivi régulier. Je veux parler du projet pour l'enfant et de l'évaluation périodique. Alors, pour ce qui est du projet pour l'enfant, c'est à nouveau le Code de l'action sociale et des familles qui prévoit celui-ci, l'article L221-1 de ce code, qui prévoit l'obligation, j'y insiste, d'établir un projet pour l'enfant afin d'accompagner celui-ci tout au long de son parcours, au titre de la protection de l'enfance, et de garantir la cohérence, vous avez vu, je l'ai à la fois souligné et placé en gras, garantir la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de sa famille et de son environnement. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de feuille de route. Cela, à la fois, permet d'introduire une dimension stratégique et historique dans le suivi de l'enfant. Techniquement, le projet pour l'enfant, il prend la forme, nous dit à nouveau le Code de l'action sociale et des familles, dans sa partie réglementaire, il prend la forme d'un document unique et structuré qui va indiquer les objectifs, etc. etc. Vous le savez, il y a dans la documentation prévue par le ministère des modèles de ce document. Mais ce document, aussi important soit-il, ne peut être figé. Il doit évoluer en fonction de l'évolution de la situation de l'enfant, de ses besoins. C'est la raison pour laquelle le Code de l'action sociale des familles prévoit qu'en complément et en cohérence avec le projet pour l'enfant, doit être établi régulièrement un rapport de situation de l'enfant, un rapport qui doit être établi, nous dit le Code de l'action sociale des familles, après une évaluation pluridisciplinaire. Serge Escon en parlait tout à l'heure, c'est important que les différents intervenants se parlent dans le cadre de leur accompagnement, de l'enfant et des parents, bien sûr. Alors une évaluation périodique dont la périodicité est prévue par les textes, puisque c'est tous les ans, nous dit le Code de l'action sociale des familles, voire même tous les 6 mois pour le très jeune enfant, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 2 ans. Alors, quel est le but de cette évaluation périodique ? Eh bien, c'est de faire apparaître les conclusions tirées de l'évaluation pluridisciplinaire et de dresser un bilan de la mise en œuvre des actions définies dans le projet pour l'enfant, en mettant en exergue les points d'évolution et puis les actions à poursuivre. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit bien d'ajuster justement ce projet pour l'enfant, pour parler de façon très triviale, voir ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Donc, bien évidemment, et c'est prévu à nouveau par le Code de l'action sociale des familles, le projet pour l'enfant lui-même est une stratégie évolutive. On va l'adapter, elle n'est pas figée, elle n'est pas gravée dans le marbre, elle n'est pas établie une fois pour toutes. Premier axe, donc, sur lequel travaille le droit de la protection de l'enfant. Et puis, second axe, c'est un arbitrage repositionné. Un arbitrage repositionné, c'est l'axe sans doute le plus important des deux, au travers de 2 idées centrales. La première, elle a été évoquée tout à l'heure par Serge, c'est un changement de paradigme dans l'approche de la situation. Ce sont ce qu'on va passer, et je parle la loi, les textes, la norme, d'un enfant perçu comme un objet d'intervention à un enfant sujet de droit. Ça peut paraître anodin, ce changement simplement terminologique, mais il est plus profond que cela. C'est un véritable changement de paradigme parce qu'on verra qu'à partir du moment où on approche l'enfant comme étant un sujet de droit, les droits dont il est investi peuvent venir en contradiction avec les droits dont sont investis eux-mêmes les parents. Et puis, deuxième levier dans ce repositionnement de l'arbitrage que la loi réalise, c'est la primauté du juge des enfants et le rôle de l'éducateur spécialisé en protection de l'enfance. Quelques mots de chacun de ces 2 leviers. Tout d'abord, le changement de paradigme dans la prise en considération de l'enfant lors de sa protection. Et là, sans faire l'exégèse détaillée des textes, je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur le libellé de l'article L112-3 du Code de l'action sociale des familles. Dans sa rédaction issue de la loi de 2007, ce texte disposait, je cite, « La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leur responsabilité éducative ».
Désormais, depuis la réforme introduite par la loi 2016, ce texte dispose que, je cite, « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. » Il y a donc un changement complet dans le positionnement, dans l'approche de la relation entre l'enfant et les parents. Il ne s'agit plus d'apporter une aide aux parents en difficulté, il s'agit de garantir le respect des besoins et donc, pour parler comme un juriste, des droits de l'enfant en tant que sujet de droit. Évidemment, ce changement de paradigme, il va sans doute manifester plus fortement encore l'antagonisme, l'opposition qui malheureusement peut se manifester entre d'un côté les droits des parents et puis de l'autre les droits des enfants. Mais au fond, ce changement de paradigme inscrit dans les textes, il n'est que l'expression la plus aboutie de ce qu'est l'autorité parentale par son essence. L'autorité parentale dans son essence, nous dit le Code civil, c'est un ensemble, pour les parents, de droits et d'obligations. Il y a les deux. Autrement dit, parce que c'est un droit qui donne matière à cette relation entre parents et enfants, il y a nécessairement dans cette relation, pour l'un des droits, pour l'autre des obligations, et réciproquement, enfin, l'enfant en bas âge, il a relativement peu d'obligations vis-à-vis de ses parents. Donc, changement de paradigme dans l'approche que le droit à la protection de l'enfance se fait du besoin de protection qui peut être celui de l'enfant. Et puis, deuxième levier dans ce repositionnement de l'arbitrage, c'est la primauté du juge des enfants et le rôle de l'éducateur spécialisé en protection de l'enfance. Plusieurs juges, vous le verrez, Madame de Divers va en parler et l'expliquera beaucoup mieux que moi. Plusieurs juges sont susceptibles d'intervenir lorsqu'un enfant, comment dirais-je, a besoin de protection. Naturellement, le juge naturel de la protection de l'enfant, c'est le juge des enfants. Mais le juge aux affaires familiales peut aussi intervenir dans un contexte qui va avoir des incidences sur la situation de l'enfant, ne serait-ce que sur la question du domicile, de l'exercice de l'autorité parentale. Et puis c'est peut-être également, on y pense sans doute un peu moins, le juge des tutelles, lorsqu'un tiers intervient dans l'exercice de l'autorité parentale. Et donc il faut à la fois articuler l'intervention de ces différents juges, mais il faut aussi les hiérarchiser. Pour dire les choses directement, la loi décide d'une hiérarchie en accordant la primauté aux décisions du juge des enfants pour une raison très simple, c'est que la fonction qu'exerce le juge des enfants appelle naturellement, par définition, qu'elle l'emporte sur les autres, parce qu'il a pour fonction d'assurer la protection des enfants de danger. Et par nature, cet intérêt, l'intérêt de l'enfant de danger, ne peut être que supérieur à ceux des tiers, et y compris parmi les tiers, l'intérêt des parents. Alors, bien évidemment, cette primauté du juge des enfants, ce n'est pas une dictature ou que sais-je. On va articuler, bien sûr, l'intervention des magistrats entre eux. Et la loi, le dispositif est relativement ancien, puisque c'est un décret de 2009, prévoit une communication obligatoire entre ces différents intervenants. Et puis, je voudrais également le relever, Madame de Divers vous en parlera, il ne faut pas oublier que le juge des enfants, parce qu'il intervient dans sa fonction de protection de l'enfant, va prendre une décision qui va être temporaire. Et donc, comme elle est temporaire, une fois qu'elle va cesser d'être en vigueur, eh bien, ce sont d'autres décisions, notamment la décision du juge des enfants, qui va prendre le relais. Et donc, le magistrat doit y être attentif, et parce qu'il doit y être attentif, il faut aussi, et je fais le lien avec la suite, bien que le travailleur social lui-même, comment dirais-je, l'éclaire suffisamment sur cette articulation dans le temps des mesures judiciaires. Alors quel est le rôle de l'éducateur spécialisé dans tout ça ? Eh bien, il va intervenir en amont ou en aval. Il va intervenir en amont, comment ? En éclairant le juge des enfants sur la situation de l'enfant, c'est le rapport qu'il va lui faire. Et puis, il va aussi intervenir ensuite en aval pour participer à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement, comme par exemple les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, mais il y en a d'autres qui sont décidées par le juge. Madame de Divers vous le dira, au fond, le juge des enfants, il va écrire la partition,
Et l'éducateur spécialisé, eh bien, il va la mettre en musique au quotidien. Et c'est lui qui doit aussi faire un retour au juge des enfants pour lui manifester la nécessité qu'il y aurait peut-être à aménager le dispositif que celui a pu mettre en place. Au fond, dans tout ça, l'objectif du juge des enfants, il va être de trouver et d'ajuster, si nécessaire, un équilibre dans la triangulation que vous avez affichée sur la diapo, entre, d'un côté du triangle, les besoins de l'enfant. Alors, elle vous en parlera également, Madame de Divers. Les besoins de l'enfant, quels sont-ils? Elle évoquera ce fameux socle commun, ce sur quoi on est tous à peu près d'accord, parce qu'il ne faut pas que l'intervention du magistrat soit trop intrusive. Là aussi, c'est une question de juste distance, de juste mesure. Et puis, c'est également la capacité des parents à y répondre. Et Serge vous en a dit des choses importantes à ce sujet. Et puis, les ressources mobilisables dans l'environnement de l'enfant. Et dans les ressources mobilisables, eh bien, il y a ce sur quoi on peut s'appuyer pour trouver ce juste équilibre dans la triangulation. Et chacun de ces sommets du triangle, naturellement, peut avoir un poids plus ou moins important et peut varier, bien sûr, dans le temps, d'où la nécessité que le dispositif mis en place par le juge bien, soit évolutif pour répondre au mieux à ce souci d'équilibre. Voilà, en quelques mots rapides, brossés, quel est le cadre juridique sur lequel vous pouvez, vous, professionnels de la protection de l'enfance, vous, professionnels de santé, vous appuyer dans le cadre de vos interventions. Bon, voilà, c'est clair, les choses sont posées. Ça fait bizarre quand même de revoir la loi, ce qui est écrit quand... Alors je dis ça, je ne sais pas moi qui suis sur le terrain. Et comment cette loi s'applique en fait? Juste le projet pour l'enfant en fait, par exemple. Juste ça en fait. Il n'existe pas partout, voilà, on peut le dire. Mais beaucoup de choses enfin, qui sont à dire. Merci beaucoup Laurent. Moi je vous propose, si vous voulez, on a une vidéo de 45 minutes par Madame de Divers. On peut prendre une question ou deux et après on enchaîne par la diffusion de cette vidéo s'il y en a une. Sinon on reprendra toutes les questions à la fin. C'est une question intéressante que vous posez et qui se pose d'ailleurs aux législateurs de façon, je dirais, plus universelle, pas uniquement sur ce type de thématique. C'est-à-dire, c'est au fond la question de la porte d'entrée. C'est-à-dire, à partir du moment où on considère qu'on repositionne l'enfant au cœur du dispositif, eh bien, recentrer la législation, et notamment la façon dont elle est codifiée au travers d'un code des enfants, c'est une approche que l'on peut concevoir. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'il ne serait pas inconcevable que les missions et compétences du juge des enfants soient élargies. Mais la difficulté, c'est celle du personnel judiciaire, c'est-à-dire, encore faudrait-il disposer de suffisamment de juges des enfants autour desquels on centraliserait bien sûr la question de la protection des droits de l'enfant. Alors, ceci étant, et en contrepoint, on peut aussi relever que l'enfant n'est pas un individu isolé, qui s'inscrit dans un contexte notamment familial, et que le juge du contexte familial, c'est le juge des affaires familiales. Et donc, le choix du législateur a été de considérer que le juge des enfants, je mets de côté l'aspect droit pénal, qui est aussi le rôle du juge des enfants. Vous le savez, le juge des enfants, il est aussi le juge de l'enfant qui a fait des bêtises. Bon. Voilà, pour dire la chose très simplement. Voilà. Mais le législateur a considéré qu'au fond, le juge des enfants allait intervenir lorsque il y avait un besoin de protection de l'enfant de danger, parce que, à tort ou à raison, il a considéré que la situation normale, en tout cas ordinaire, c'était celle de la famille qui n'était pas dysfonctionnelle. Et qu'à partir du moment où la famille n'est pas dysfonctionnelle, au sens de gravement attenter aux intérêts de l'enfant, eh bien, le juge des affaires familiales devrait logiquement pouvoir, au travers du règlement de la situation conflictuelle entre les parents, eh bien, veiller à la protection des intérêts de l'enfant. Vous l'avez dans les textes. Lorsque le juge homologue la convention conclue entre les parents relative à l'exercice de l'autorité parentale, il doit, nous dit le texte, veiller à la protection des intérêts de l'enfant. Voilà. Autrement dit, lorsque ça ne dérape pas trop, parlons d'employer un vocabulaire un peu trivial, le juge considère que finalement, le juge des affaires familiales est là
pour pourvoir à la situation. Alors naturellement, je comprends que, eu égard à vos activités, vous ayez parfois un regret de ce qu'il n'y ait pas ce repositionnement sur la figure de l'enfant. Voilà. Alors oui, alors là, on élargit le débat. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré qu'au fond, l'accouchement sous X, c'était un choix définitif et irrémédiable. La mère a fait le choix d'abandonner l'enfant, parler de façon très crue, mais c'était comme ça que c'était conçu. Elle veut pas, elle peut pas, donc elle a fait son choix, maintenant c'est fini. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait nuancer les choses et qu'une mère qui, au moment où elle accouchait ou quelque temps après, ne se sentait pas en capacité pouvait peut-être plus tard avoir envie de renouer la relation avec son enfant, d'où l'évolution du droit sur ces questions, qui sont des questions évidemment délicates, parce qu'elles sont au cœur des relations humaines, et quelle relation humaine plus forte, me semble-t-il en tout cas, que celle entre l'enfant et ses parents. Voilà. Il peut y avoir, dans leur mise en œuvre, malheureusement, des points d'achoppement qui sont liés à des défauts de coordination. Voilà. En l'état actuel des textes, les décisions sont censées circuler entre les magistrats pour éviter, comment dirais-je, qu'il y ait des contradictions. Alors, Madame Lodiver vous le dira, la particularité des audiences devant le juge des enfants, c'est que on n'a pas cette logique de la contradiction qu'on va avoir devant le juge des affaires familiales. Le juge des affaires familiales est là pour trancher un différend entre deux parents qui se disputent. Le juge des enfants, lui, il est là pour protéger la personne de l'enfant. Et de ce point de vue-là, il est évidemment indispensable qu'un certain nombre d'informations lui soient rapportées, d'où le rôle, je l'évoquais tout à l'heure, du rapport que va lui faire l'éducateur spécialisé. Voilà. Merci. On va enchaîner. Tu parles beaucoup de Madame Lodiver. Nous allons l'écouter. Merci beaucoup, Laurent. Vraiment, c'était super. Je crois que j'ai vraiment une pédagogie de haut niveau. J'insiste parce que quand je t'ai demandé de faire cela, tu m'as regardé avec des yeux comme ça, mais pourquoi moi ? Et c'était parfait, me semble-t-il, pour comprendre les enjeux. Merci beaucoup, Laurent. Donc bonjour, dans le cadre de la journée parentalité et santé mentale, merci d'avoir accepté, Madame Lodiver, de répondre à nos questions. Je sais que c'était pas facile pour vous, mais en tout cas, c'est un peu grâce à Nathalie et beaucoup à vous que nous allons avoir un point de vue qui nous paraît très très important. C'est le point de vue du juge dans l'interstice des accompagnements des enfants, des parents en situation de vulnérabilité avec leur santé mentale. Donc la première question qu'on voulait vous poser, c'était est-ce que vous pouvez vous présenter ? Et puis, vous avez eu un rôle de juge pour enfants à une période de votre carrière, aujourd'hui un rôle de juge des affaires familiales. Ça nous intéresserait de voir quelle est la différence. Alors on la sait un peu comme ça intuitivement, mais vraiment pour que vous puissiez éclairer les personnes qui sont dans la salle, que vous ne voyez pas là, sur ce point-là. Et alors moi, je suis magistrate depuis presque une petite éternité, 25 ans je pense. J'ai passé le concours de la magistrature pour être juge pour enfants. J'ai réalisé mon vœu à la sortie de l'école où j'étais juge des enfants dans le Nord pendant 3 ans. Puis j'ai fait un peu de juge aux affaires familiales lorsque je me suis retrouvée à Bastia pendant quelques années. Et puis, c'est pour ça que je suis ici. J'ai été pendant 10 ans juge des enfants et j'ai présidé le tribunal pour enfants de Nîmes. Et j'en suis partie pour présider le pôle de la famille à Avignon en ayant des fonctions de juge aux affaires familiales que j'occupe aujourd'hui. Voilà à peu près un résumé rapide de ma carrière. Je pense que c'est bien pour ça que je suis là. Votre parcours, d'accord. Et donc la différence entre le juge, vos deux expériences professionnelles finalement, parce que c'est de longues expériences professionnelles, c'est de longs parcours professionnels, donc une véritable antériorité sur ce sujet-là. Le JAF, le juge, qu'est-ce que c'est ? Le juge des enfants, qu'est-ce que c'est ? En matière d'autorité parentale, il y a 3 juges qui interviennent.
le juge des tutelles, le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. Ce sont 3 juges qui ont des secteurs d'activité qui sont extrêmement différents. Le juge des tutelles, il intervient lorsque l'exercice de l'autorité parentale a disparu ou il est profondément défaillant et il faut substituer en quelque sorte quelqu'un, trouver quelqu'un ou une institution qui va venir exercer les prérogatives de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales, lui, il intervient pour réglementer les modalités d'exercice de l'autorité parentale lorsque les parents n'arrivent plus à s'accorder. Alors, les modalités d'exercice de l'autorité parentale classiques, et puis voire même détaillées. Classique, c'est ce à quoi tout le monde pense. Où vont habiter les enfants? L'exercice de l'autorité parentale va-t-il être conjoint ou exclusif? Et comment le père ou la mère qui n'a pas la résidence des enfants va pouvoir entretenir des relations avec l'enfant avec qui il ne réside pas. Puis, il va fixer aussi la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants. Puis, il va faire tout un tas de choses. Chaque fois qu'ils ne s'entendent pas, les parents, sur une décision qui relève de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales va venir trancher. Alors, il peut faire des choses qui peuvent paraître dérisoires et des choses qui paraissent plus importantes. Il peut interdire la sortie du territoire national, donc ça peut être quand même très important. Mais il peut aussi, des fois, être amené à prendre des décisions, entre guillemets, qui peuvent paraître ridicules, qui est de savoir s'il va faire anglais ou espagnol en 4e, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc il va falloir que quelqu'un tranche, et ça ne peut être que ce juge-là. Donc ça, c'est le juge aux affaires familiales. Reste le juge des enfants. Le juge des enfants, il a une compétence, en effet, sur certaines modalités de l'autorité parentale, mais sa compétence, elle est fondée sur le danger. C'est-à-dire, si l'enfant est en danger, c'est le juge des enfants, sur des compétences qui sont en effet concurrentes entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, puisque le juge des enfants, il va décider du lieu où va résider l'enfant, il va aussi décider de comment les parents peuvent entretenir des relations avec cet enfant, tout comme les grands-parents ou des tiers, ce qui est aussi le cas du juge aux affaires familiales. Mais là où le juge aux affaires familiales intervient sur un simple conflit, le juge des enfants intervient sur un danger. Donc, du coup, on n'est pas du tout sur la même entrée. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la décision du juge des enfants, et ça c'est important parce qu'on se pose souvent la question, prime. Donc, il faut regarder quel est le contenu de la décision du juge des enfants. Si le juge des enfants il a statué sur la résidence, on se contrefiche de savoir ce qu'a dit le JAF. C'est-à-dire que si le JAF a dit à un moment donné, ah bah tiens, il va aller habiter chez son père, et que dans le cadre du SAPMN, le juge des enfants a dit il habitera chez sa mère, et bien il habite chez sa mère. Donc après, il va falloir accorder les violons à la sortie de la décision du juge des enfants. Mais en tous les cas, il ne faut jamais oublier que c'est toujours la décision du juge des enfants qui prime et que donc le père ou la mère qui arrive avec une décision JAF en disant « Ah mais moi j'ai un droit de visite d'hébergement, donc j'y ai droit », ah ben non, si le juge des enfants n'a pas accordé ce droit-là et qu'il a accordé un simple droit de visite, forcément, c'est cette décision qui va s'appliquer. L'autre, elle est mise entre parenthèses. Et là où il faut faire attention, c'est lorsque la décision s'arrête, celle du juge des enfants. Si le juge des enfants ne prévoit pas la sortie et qu'on n'a pas ressaisi le JAF, et ben l'ancienne décision qui a été prise dans des conditions qui sont souvent extrêmement différentes du moment de la sortie, du placement en général, elle va retrouver application immédiate. Donc il faut bien prévoir ça et prévoir aussi que la justice est une vieille dame qui avance lentement et qui rend des fois des décisions de façon relativement peu rapide. Comment ils collaborent, tous ces juges en fait, qui sont autour des mêmes personnes finalement puisque... Alors, juge des tutelles, juge et les autres, c'est pas réglementé. Mais généralement, on collabore avec des transmissions de décisions quand on sait les uns ou les autres qui travaille avec quelle famille, on va dire. Voilà. Donc, par contre, juge des enfants JAF, c'est réglementé. Le juge aux affaires familiales, quand il a une saisine, doit vérifier, on a du coup mis en place les outils qu'il faut, si le juge des enfants est saisi. C'est-à-dire que lorsque on reçoit un dossier, nos greffiers les enregistrent, envoient les convocations, fixent à l'audience, et ont maintenant accès à la base de données des juges des enfants et regardent si ces enfants sont suivis par le juge des enfants.
Et automatiquement, ça donne le droit au juge aux affaires familiales d'avoir accès au dossier du juge des enfants pour en connaître la teneur. Et ça lui donne aussi l'occasion de pouvoir dire aux parties que, attention, il va pouvoir avoir accès à ces informations-là. Ça évite quand même une certaine manipulation, voire une manipulation certaine, ou même des contresens involontaires. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que les familles, même les avocats, ont beaucoup de mal à nous dire à l'audience quelle est la décision qui s'applique aux enfants. C'est-à-dire, ils sont capables de nous dire qu'il y a un juge des enfants qui intervient, mais si le placement est un placement simple ou un SAPMN, par exemple, ça, c'est des notions qui ne sont pas maîtrisées par les juges des enfants, par les gens, ni même par les avocats. Est-ce que vous pouvez le dire SAPML? Alors, SAPMN, dans l'Hérault, c'est comment? C'est les placements à domicile. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, du coup, les articulations juge aux affaires familiales et juge des enfants fonctionnent avec des échanges de décisions. Le juge aux affaires familiales envoie ses décisions au juge des enfants lorsqu'il sait qu'il y a un dossier d'ouvert. Ça permet de savoir et de se caler un peu sur ce qu'on va faire ou ce qu'on doit faire. Dans les faits, est-ce que cette collaboration, elle est efficace? Cette articulation, elle est efficace? Vous disiez que les avocats parfois étaient en difficulté peut-être sur le fond, mais est-ce que finalement, cette justice, puisque cette justice rendue, est-ce qu'elle est opérante ou est-ce qu'elle est en difficulté? Vous voulez dire, est-ce qu'on est capable d'aider vraiment les gens, ou est-ce que vous voulez dire, est-ce que l'articulation entre nous est opérante? Alors, si c'est l'articulation entre nous, elle est opérante parce que très souvent, on se rencontre. C'est-à-dire que moi qui ai été longtemps juge des enfants, je me fais un grand plaisir d'aller au second, voir mes collègues juges des enfants, pour qu'ils m'expliquent. Parce que c'est ça qui est intéressant. Il faut que ces décisions-là, elles ne s'affrontent pas, elles se complètent à un moment donné. Et je trouve que la relation, le seul qui connaisse véritablement le fond de l'affaire, enfin le mieux possible dans tous les cas, c'est le juge des enfants. Il ne faut pas oublier qu'un juge aux affaires familiales, c'est un juge qui est dans un procès civil pur, c'est-à-dire le procès civil, c'est la chose des parties. Il ne va avoir que ce que les parties vont produire. Il n'a pas, sauf s'il fait une enquête sociale, il n'a pas le tiers neutre, voilà, plus ou moins neutre que peut être l'éducateur quand même. Mais bon. Oui, plus ou moins, parce que c'est un peu le sujet de notre journée. L'éducateur nous fait quand même le rapport qui va nous amener à prendre la décision que lui estime être la bonne. Mais on a quand même quelqu'un qui a une vision plus neutre que le voisin ou le cousin de la bécane à Jules qui fait une attestation dans le dossier. Ça ne permet pas d'avoir cette vision qu'on a quand on est juge des enfants. Donc, je trouve que l'articulation, à ce moment-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet au juge aux affaires familiales de rendre une décision qui tient mieux compte de l'intérêt direct de l'enfant, sans le filtre de l'intérêt du parent, puisque c'est quand même le parent qui fait une demande au juge aux affaires familiales. Donc il y a forcément le filtre de son propre désir, et pas forcément celui de l'enfant en premier. Oui, le juge des affaires familiales, il va traiter quelque chose qui renvoie plutôt aux adultes, finalement, dans leur interrelation entre eux et donc avec l'enfant en subsidiaire, alors que le juge pour les enfants, c'est les enfants et après le reste, quoi. Alors c'est aussi autre chose, c'est-à-dire que le juge des enfants, lui, il n'est pas saisi par les parents en général. Mais non. D'accord ? Donc les gens, ils viennent là parce que c'est le juge qui leur dit de venir. Alors que le juge aux affaires familiales, il est saisi par des parents qui ont besoin d'avoir une réponse à une question qu'ils se posent pour eux-mêmes, pour l'organisation de leur vie, etc. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. Dans la même logique et pas du tout dans le même rapport. Et par ailleurs, le juge des enfants ne va rendre des décisions qu'à l'endroit des enfants. Le juge aux affaires familiales, quand il divorce des époux, il rend une décision à l'endroit de l'adulte, mais de l'adulte seulement, même si ça a une conséquence s'ils ont des enfants. Quand il statue sur une contribution à l'éducation ou l'entretien, une contribution aux charges du mariage, forcément, il y aura une décision à l'égard des adultes, pas forcément à l'égard des enfants. Donc, ce juge-là, il a des casquettes qui sont multiples, ce que n'a pas le juge des enfants, qui a une casquette qui est vraiment
qui ne vise que les enfants. Alors que le juge aux affaires familiales, c'est un peu plus général, on va dire. Vous disiez que le juge des enfants, il convoque les parents. Parce qu'en fait, sa mission première, c'est de protéger les enfants. C'est ce que vous évoquez. Oui. En aparté, tout à l'heure, vous nous disiez la loi est construite à partir des fondements... Alors, en fait, il faut bien se rendre compte que... on le voit dans la protection de l'enfance, mais c'est bien plus net en matière d'affaires familiales. Les parents, ils ont un filtre qui est leur propre désir quand ils font une demande. Quand on est juge des enfants, on n'est pas à travers ce filtre-là, parce que ça nous arrive avec des éléments objectifs de danger pour les enfants. Ça nous arrive avec une analyse de la situation qui a été faite par un tiers extérieur. Donc, les parents, quand ils arrivent, ils sont pas forcément extrêmement en demande, ou alors ils sont très revendicatifs, mais de façon démesurée. Donc, on est dans quelque chose où c'est le juge qui va poser les choses et dire ce qu'on va faire. Les parents, ils ont pas du tout le même rôle, alors que quand on est JAF, c'est les parents qui construisent la demande. C'est eux qui vont dire moi je veux ci, moi je veux ça, je suis pas d'accord, Tartampion il est pas bien, enfin bon, etc. Mais c'est quand même eux qui construisent la demande. Alors que quand on est convoqué chez le juge des enfants, on n'a rien demandé, c'est le juge des enfants qui va dire l'enfant il va faire ceci, ceci, cela. On est dans une relation inversée. Et en fait, pour répondre à votre question, le principe, en effet, pour tous ces magistrats, c'est de statuer en fonction de l'intérêt de l'enfant. Mais que de l'intérêt de l'enfant. Donc, on va se retrouver dans des modes de fonctionnement qui vont être un peu différents, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir une vision, je ne dirais pas exacte, mais en tous les cas plus approchante de l'intérêt de l'enfant lorsque l'on a des éléments extérieurs neutres, parce qu'on est moins pris dans la parole de l'un ou de l'autre. Et donc, quand on est juge des enfants, on est dans des situations, alors je vais dire extrêmes, au moins au début en tout cas, dans quelque chose où c'est pas super compliqué de dire là c'est en danger, là il faut faire comme ci ou comme ça. Quand on est juge aux affaires familiales, il est bien certain que Monsieur Arnold et Madame Zézette, elles vont nous dire tous les deux qu'ils sont super bien et qu'ils n'ont jamais fait les choses aussi bien. Et c'est beaucoup plus compliqué de trouver l'intérêt de l'enfant dans cet équilibre du désir des parents, qui est pas forcément de servir l'intérêt de l'enfant, c'est souvent de servir leur intérêt, soit personnel parce qu'ils veulent se venger de Pierre ou de Paul, ou parce qu'ils veulent pas souffrir. C'est les deux, c'est-à-dire que là où le juge des enfants va trancher en disant l'enfant il va être placé point parce que vous n'avez pas fait ceci ou cela, le juge aux affaires familiales il va lui aussi être obligé de chercher l'intérêt de l'enfant, mais lui il va se retrouver confronté au fait que il a pas il va mettre l'enfant soit chez l'un, soit chez l'autre, soit chez les deux, ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais ça va être tronqué parce qu'à un moment donné, il y en a un qui aura tout et l'autre qui aura 4 jours ou 6, voilà, on va dire, ou 8, allez, 20 dans les grandes, voilà. Et ça influe sur la décision et sur la posture des parents de façon assez spectaculaire. C'est sûr que arriver et dire moi je suis ok pour voir mon gamin 4 jours par mois, quand on l'a pas attaché au radiateur et qu'on n'a pas démérité, c'est quand même très compliqué. Voilà. Donc c'est pas du tout les mêmes choses. Et pourtant on est censé tous les deux, soit le juge des enfants ou moi, de servir l'intérêt de l'enfant. Mais c'est vraiment pas le même métier, je dirais. Voilà. Et justement, j'ai envie de vous demander la décision dans le cas du juge des enfants, guidée par l'intérêt de l'enfant. Cet intérêt de l'enfant, il va vous être rapporté par donc des professionnels qui sont neutres, entre guillemets, puisqu'on est tous
dans le secteur qu'on occupe par rapport à l'enfant. Et donc, comment le juge des enfants peut se débrouiller justement avec ces différentes visions qui lui sont rapportées, puisqu'il n'y a pas une seule vision unique, et que, puisque c'est le cœur de notre intervention de ce jour, selon d'où on regarde les choses ou selon qui on accompagne, on ne va pas forcément vous rapporter tout à fait la même chose. Et donc, comment fait le juge des enfants aujourd'hui? Puis aujourd'hui, il y a aussi des avocats qui viennent représenter leurs clients. Alors, on va évacuer la posture de l'avocat. Pour les avocats, c'est sûrement une des défenses très compliquées à faire. Pour eux, c'est très difficile. Ils ont eux aussi la notion commune de l'intérêt de l'enfant, de la protection des enfants, et ils ont en même temps à avoir un mandat. Parce que l'avocat, il ne faut pas oublier qu'il est juste le porte-parole. Donc, il est le porte-parole de machin qui dit que malgré le fait qu'il nourrit son gamin 1 fois sur 3, il trouve que c'est normal qu'il soit chez lui. Parce qu'il n'a pas la conscience peut-être de ce que c'est pas comme ça que ça doit s'organiser et qu'il n'a peut-être pas les moyens d'arriver à le faire. Mais l'avocat sera contraint. Donc, pour les avocats, c'est très compliqué parce que c'est une défense qui s'articule autour de notions avec lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord, mais surtout qui va avoir comme conséquence d'influer sur la vie d'un enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil pour eux de, entre guillemets, faire une plaidoirie un peu compliquée qui va permettre à un père de voir son fils 2 heures de plus. Mais on est dans un système qui fonctionne qu'un que de faire une plaidoirie pour qu'un père ou une mère qui mettrait véritablement en danger l'enfant et dont l'avocat se rend compte à la lecture du dossier que c'est vrai, et de lui obtenir ces 2 heures-là pendant lesquelles, voilà. Pour eux, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment une défense difficile. Donc, mais ils interviennent en effet de plus en plus. Voilà. Ils sont de plus en plus présents. Et alors, concernant les éducateurs, d'abord, on espère très très fortement qu'ils sont comme nous, capables d'avoir du recul et d'avoir une posture professionnelle un peu neutralisée. Je disais souvent ça quand j'étais juge des enfants. Si je plaçais tous les enfants qui ne sont pas élevés comme j'élève les miens, forcément, le seuil de placement va monter de façon assez singulière. Mais donc, on a une espèce de ce que je disais aussi, il y a un socle éducatif sur lequel on est tous d'accord, qui est le socle minimal, auquel on ne peut pas déroger, parce que si on déroge, on met les enfants dans une situation difficile. Donc, c'est quoi ce socle minimal pour vous? C'est ce sur quoi on est tous d'accord. Alors, je vais ces trucs à l'emporte-pièce. On n'attache pas les enfants au radiateur, on leur donne à manger, on les laisse pas dehors quand il fait froid, on leur met pas des paires de tartes jusqu'à ce qu'ils saignent ou qu'ils perdent leurs dents. Enfin, je veux dire, on répond aux besoins primaires. Voilà, on répond aux besoins primaires avec une certaine bienveillance, etc. Alors après, bien évidemment qu'il va y avoir, je pense qu'on ne peut pas avoir les mêmes exigences avec tout le monde, mais il y a un socle sur lequel on est tous d'accord pour dire qu'à ce moment-là, l'enfant est en danger, ou qu'à ce moment-là, il ne l'est pas, et qu'il y a des besoins qui sont remplis et qu'on va pouvoir travailler. Ça, c'est le socle. Et moi, j'ai toujours été, même quand j'étais juge des enfants, très sensible à ce socle, parce que je trouve que il y a des projections, y compris chez les éducateurs. Alors, je sors un peu du système, de ce que vous m'avez posé comme question, mais c'est quand même ça, y compris chez les éducateurs, où ce qu'on voyait des fois dans des enquêtes sociales, on disait, mais quand même, ils sont durs, parce que je suis sûre que si un jour ils viennent chez moi ou je vais chez eux, je vais trouver là aussi le bol pas au bon endroit, le machin qui traîne, et le gamin qui est pas au bon endroit au bon moment. Donc, il y a cette espèce de position qu'on doit avoir un peu neutre, un peu bienveillante aussi sur ce qu'on voit. Donc, on attend des éducateurs qu'ils aient, ou des gens qui nous donnent de l'information, qu'ils aient ce recul quand même, qui permet de neutraliser un peu les choses. C'est vrai qu'on est à la croisée des chemins quand on fait la protection de l'enfance. Pourquoi ? Parce que forcément, on a un lien qui se crée, qui est un peu de nature affective avec les gens dont on s'occupe, parce que sinon on s'en occuperait mal, mais il n'en faut pas trop.
Parce que si on en fait trop, on s'en occupe mal aussi, parce qu'on perd cette neutralité, on bouge. Il y a plein d'histoires que j'ai dans mon expérience et qui démontrent qu'en effet, quand on sort de ce cadre-là, on est mauvais. Et on a tendance à conserver les enfants à un endroit où ils ne devraient pas être et on ne fait pas progresser personne. Donc on attend ça dans le cadre de leur compte-rendu. C'est vrai que quand on a un peu de pratique sur un endroit donné, on finit par connaître les gens, ça aide un peu à voir ce qu'il y a dedans. Et puis, on a aussi, moi je trouvais que dans les rapports, c'était quelque chose d'important, on a des éléments objectifs. Moi j'aimais bien, même si ça rallongeait un peu le rapport, qu'on ait des éléments de vie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que de l'analyse. Il y a aussi, tiens, moi j'estime que madame elle s'occupe mal des gamins parce que moi je suis venue 3 fois, il y avait telle et telle chose qui n'était pas au bon endroit, etc. Ce qui permet de reconstituer l'analyse. Et on a le point de départ et puis on peut analyser pareil ou un peu différemment en étant plus sévère ou moins sévère d'ailleurs que ce qu'aurait pu faire l'éducateur. Et puis on a l'audience aussi. L'audience, elle nous permet, parentalité et santé mentale, l'audience elle est importante parce que l'audience elle va nous permettre à nous de nous rendre compte de quelque chose qui je pense est difficile à mettre en mots. C'est compliqué de mettre en mots l'état mental de quelqu'un parce que ça demande des nuances que l'écrit ne permet pas, je pense. L'écrit va permettre de définir quelque chose d'assez général, mais l'audience va permettre quand même la rencontre de quelqu'un qui va se positionner, être en colère, ne pas l'être, être effacé, ne pas l'être, montrer comment il se positionne. Et puis, je me rappelle, alors je ne sais plus qui m'avait dit ça dans un de mes dossiers où la maman était atteinte de maladie mentale incurable, et qui m'avait dit, l'enfant était tout petit, il était au foyer de l'enfance à la pouponnière, et qui m'avait dit, ce nourrisson, il ne faut pas qu'il soit gagné par la partie obscure de la maman. Et en fait, cette partie obscure, elle est très difficile à définir parce que ceux qui ont le nourrisson dans les mains, qui le voient pleurer quand la maman amène sa partie obscure, n'ont qu'une envie, c'est qu'on mette l'enfant sous clé et qu'on jette la clé et que la maman ne revienne pas voir cet enfant-là. Et la maman, elle ne comprend pas pourquoi. Et donc, je trouve que l'audience permet à un moment donné de se rendre compte de cette partie obscure et au moins de limiter les situations difficiles. C'est toujours pareil, c'est comme pour le danger. Il y a celle où, une fois qu'on aura vu les gens, on n'a plus de doute sur un certain nombre de choses. Et c'est celle-là qu'il faut évacuer, il faut rester. Il faut limiter cette partie où on ne sait pas bien, où on est sur la limite, etc. Donc l'audience, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et à l'audience, il y a une autre chose que moi je regarde puisque je ne le fais pas et je ne le ferai plus. C'est les interactions entre l'éducateur et la famille. C'est aussi extrêmement important de voir ces interactions-là, de voir comment ça s'articule entre eux, parce que on ne fait pas le même travail suivant la relation qu'on peut avoir avec la famille, sans avoir de jugement de valeur sur les qualités de l'éduc ou pas. Ça n'a rien à voir, mais c'est aussi un des éléments qui va permettre de filtrer le rapport qu'on va avoir. Donc on le complète avec un certain nombre d'éléments pour essayer de l'objectiver au maximum, avec aussi une vision qui va être la nôtre, notre filtre à nous. Ce que vous essayez de voir dans cette audience, c'est de savoir quel est le niveau de coopération entre l'éducateur et la famille, ou voir la nature de la coopération. Tout ce que je peux voir, tout ce que je peux prendre à l'audience sur ce qu'on ne peut pas écrire. Voilà. On voit on voit beaucoup de choses aux audiences. De la place qui est celle du bureau, j'avais fait à un moment donné, quand j'étais juge des enfants, j'avais dit, vous pouvez venir à mes audiences si vous voulez. J'avais pris des gens qui habituellement étaient de l'autre côté. Ils étaient venus en stage pour être assis à côté de moi. Et leur première réaction, ça a été de dire,
on n'aurait jamais cru, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans la même ambiance, pas du tout dans la même audience, on a l'impression que c'est pas la même chose. Et je pense qu'en effet, il faut essayer de se nourrir de tout ce qu'on peut voir. En effet, la capacité de coopération de la famille, parce que là, on a une responsabilité quand on est juste des enfants, de faciliter cette coopération, y compris en utilisant l'impérium, c'est-à-dire quelque chose d'un peu coercitif, parce qu'il faut l'enclencher, et puis la confiance viendra après, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Je pense que l'éducateur, s'il est en difficulté, il faut qu'il puisse compter sur le juge pour essayer d'enclencher quelque chose. Mais aussi, en effet, le lien qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire qui se tourne vers qui parle à qui, comment on règle ses comptes devant le juge, comment la famille va essayer peut-être aussi de régler ses comptes en utilisant le juge, parce que il est le supérieur de tout le monde, donc forcément, pour une fois qu'on pourrait... Voilà. Donc, et tous ces jeux-là, je trouve, sont importants. Mais je trouve qu'en matière de santé mentale, c'est important qu'on voit les gens, par contre. Parce que pour nous, ça nous renvoie... Je trouve que ça renvoie une réalité qu'on ne trouve pas forcément sur le papier. Moi, j'ai eu de grandes surprises à l'audience. Par exemple, dans un sens ou dans l'autre. Des gens que je pensais capables de pouvoir prendre en charge et me rendre compte à l'audience que le bébé, je suis obligée de me lever pour m'en occuper parce que ça va pas du tout. Voilà. Et là, je me dis, oula, c'est pire que ce que je pensais. Alors que pour cette jeune femme, je pensais que quand même sur la partie nourrisson, ça allait tenir. Et où je veux dire, j'ai fait un placement immédiat dans mon bureau, c'était tellement saisissant, et où d'autres fois où vraiment je pensais que c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout la capacité de répondre, etc., et où je me rendais compte qu'il y avait quand même des capacités. Il fallait que ce soit enfermé dans quelque chose d'un peu sécure, mais que c'était quelqu'un qui avait quand même des capacités. Donc moi, quand je faisais mes audiences, je les faisais avec les enfants, toujours, même les nourrissons, même les bébés, etc. Parce que l'interaction, elle se fait aussi dans le bureau du juge. Voilà. Et en même temps, que ça soit la santé mentale ou la parentalité, c'est pas linéaire, c'est un peu sinusoïdal. Des fois ça va, des fois ça va pas. Ouais, mais ça, c'est le boulot de l'éduc. Voilà. Et donc c'est ça, en fait. Le rôle de l'éduc, c'est d'essayer d'expliquer ça, c'est ça. Oui, le rôle de l'éduc, c'est de contenir les pics, et quand il ne peut pas contenir, de demander au juge soit un outil, celui qui est l'audience, soit de modifier les équilibres pour avoir à nouveau une décision qui permette d'assurer la santé, la sécurité de l'enfant, etc. Voilà. Donc, le travail de l'éducateur, il est vraiment de suivre sur ce quotidien de façon à ce que l'équilibre qu'on trouve, qui est spécifique à cette situation, qui permet à cet enfant de pouvoir bénéficier d'un peu de parents, d'un système ou d'un quotidien qui est sécure et qui lui apporte un certain équilibre, qui n'est pas un truc classique, c'est vrai, mais qui est un certain équilibre, puisse perdurer. Donc ça, c'est de la dentelle. Ça change en effet, ça peut changer tous les 3 jours. Mais je dirais que ça peut monter et descendre jusqu'à deux lignes. Quand ça passe d'un côté ou ça passe de l'autre, il faut faire quelque chose. Il faut changer quelque chose. L'équilibre de la décision n'est plus le bon. Que ce soit pour, on va dire, aggraver la confiscation de l'autorité parentale de ces parents qui n'arrivent pas à l'utiliser comme il faut, ou que ce soit pour leur en rendre une partie parce que justement, ils peuvent en assumer un peu plus. Et donc, rencontrer les parents en audience, ça vous permet de vous représenter les parents qui peuvent être, et donc le possible qu'il peut y avoir. Est-ce qu'à l'inverse, ça peut vous permettre, ça me coûte de le dire, mais de constater qu'à certains moments, il peut y avoir des abus de pouvoir ou de regard, et que des parents peuvent être invalidés, pas injustement, mais peut-être un peu empêchés. On va dire gentiment que la situation a été mal évaluée. Oui. Oui, ça oui. Alors ça, c'est compliqué, parce que ça nous impose de venir modifier ça. Ça reste notre responsabilité. C'est nous l'équilibre de la décision.
l'équilibre de sa mise en Le musique, 40 de la loi. c'est l'éducateur, mais la partition, c'est nous. Et donc, c'est à nous de l'écrire. Donc, il y a 2 solutions. Soit on a un rapport de confiance avec l'éducateur, l'équipe, la maison d'enfants, le service, etc. Donc, pas de souci, on va discuter avec eux de ce qu'on a vu, de ce sur quoi on n'est pas d'accord, de ce qu'on voudrait essayer, pourquoi on va le faire, etc. Donc ça, je dirais que ça ne pose pas de difficulté majeure. Ça se fait n'importe quand, après l'audience, entre 2 portes, enfin, bon, à une réunion, bon voilà, peu importe. Soit on n'est pas dans cette relation-là, et là, en effet, il faut que la décision tombe à un moment donné. On est garant de la loi. La loi, elle s'applique dans la vie privée des parents et de l'enfant et dans la vie professionnelle de l'éducateur. Et elle s'applique de la même manière. C'est-à-dire qu'à un moment, la loi tombe, il faut l'exécuter. Je ne dis pas que ça marche tout le temps. Moi, j'ai eu un dossier que je ne dirai jamais, où je suis convaincue, et on a été beaucoup à l'être, que tout le monde a dysfonctionné, et que cet enfant est resté placé 4 ans pour rien, et que l'éducateur, à un moment donné, est venu me dire « Mais moi, si je trouve que ça ne me convient pas, ce que vous avez décidé, je ne l'exécuterai pas. C'est pas tolérable, c'est pas possible ça. » Voilà. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que la loi, elle s'applique à tout le monde. Moi, je suis prête à entendre que ma décision, on estime qu'elle n'est pas à l'équilibre, donc on peut en discuter. Si vraiment on n'est pas d'accord, moi ça ne me dérange pas qu'on fasse appel de ma décision, parce que je trouve qu'en effet, quand on n'est pas d'accord, s'il y a un double regard, alors là pour le coup c'est un triple regard sur la décision d'un seul, c'est une très bonne chose. Voilà. Parce que personne ne détient la vérité absolue avec un majuscule. Oui, cette affaire est complexe, ça repose parfois sur un éducateur, un juge, une famille. Donc peut-être que des fois, voilà, c'est peut-être lourd à porter, soit pour l'éducateur, soit pour le juge, donc il peut y avoir des erreurs. La question et sur puis, la juste, il ne faut pas oublier que tout ça, dans les dossiers où j'ai vu les pires trucs, alors moi j'en ai peut-être fait aussi, parce que forcément on ne voit pas les siens, voilà, ceux des autres, mais c'est toujours des conjonctions de situations particulières qui viennent faire sortir les gens de leur posture professionnelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va faire interagir le privé avec. C'est-à-dire qu'à un moment, on sort de cette posture neutre qui nous permet et ça actionne les gens. Moi, j'avais certains de mes collègues, par exemple, ou même moi, ça m'est arrivé, des dossiers où on sent qu'on n'est pas... de me dessaisir, de dire, ce dossier-là, je ne veux pas le prendre en charge, parce que je trouve que voilà, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas au bon endroit. Donc, parce que je pense qu'en effet, j'en sais rien, je vais prendre un exemple qui n'est pas un exemple issu de ma carrière, mais je ne sais pas, moi j'imagine une éducatrice qui aurait été victime d'abus sexuels et qui se retrouve à gérer une enfant qui elle-même est victime d'abus sexuels ou qui pense qu'elle l'est, etc. Je pense que sa réaction va manquer de neutralité. Je pense qu'à ce moment-là, le mieux, c'est quand même de se déplacer un peu. Non ? Bon. Tout à fait. Oui, ce que j'ai interrogé, c'était les relations singulières, finalement, et comment le collectif vient apaiser un peu ces relations singulières, en tout cas les aider dans une activité. Mais là, c'est plutôt vers la directrice adjointe d'Inmex que j'interroge, mais je trouve que c'est intéressant cette idée que finalement ça repose aussi sur des personnes, toutes ces affaires. Et ces personnes, elles sont professionnelles, mais elles sont aussi, cette professionnalité est ainsi inspirée de leur propre vécu et de leur perception de la situation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en disant si je devais placer tous les enfants qui ne sont pas élevés comme les miens, etc. C'est ce principe-là, c'est-à-dire que quand on arrive à avoir une neutralité professionnelle, ce qui ne veut pas dire qu'on se fiche de tout et qu'on est perméable à rien, mais une neutralité professionnelle, on est dans les clous. Dès qu'on sort de cette neutralité professionnelle, à mon avis, on n'est pas bon. Et il y a des instances de régulation. Et je pense qu'en effet, l'équipe, ce que vous disiez, l'équipe, le chef de service, tout ça, c'est des régulations qui permettent à un moment donné d'avoir des regards qui se croisent. Pour moi en tout cas, la vision de l'éducateur, la mienne, etc., c'est aussi des regards qui se croisent et qui viennent permettre de trouver ces équilibres. Ils sont fragiles, hein, ça c'est sûr, mais en même temps c'est tout l'intérêt.
Mais le cadre de la loi, des textes de loi, des articles de loi qui régissent nos missions, notre travail, hein, c'est pour nous aussi, c'est des fondamentaux. C'est-à-dire que quand on se décale, parce qu'effectivement, on va être pris dans une situation, parce que vous avez raison, la situation, on la porte avec ce qu'on est, elle est filtrée par nos expériences. Après, la chance qu'on a, c'est de travailler en équipe, de travailler ensemble, d'échanger. Mais c'est vrai qu'on est fondé, on est appuyé sur le jugement qui est fait par le juge des enfants est bien motivé, et il faut qu'on vérifie qu'on répond bien à ce mandat-là, en fait. La suite de vos décisions, qu'est-ce qui se passe après votre décision, que la Lesquelles décision elle tombe? Alors, Celle du juge des enfants. Oui, parce que Ouais. c'est de ça dont on parle en fait, là plus précisément que... Alors, celle des juges des enfants, la suite de la décision, c'est on donne une feuille de route à un service qui lui-même a donné une feuille de route à un éducateur, et ça doit nous remonter avec un certain travail qui est à faire. Alors, c'est toujours le même, c'est-à-dire c'est le bazar, il faudrait ranger. Donc beaucoup, pas beaucoup, un peu, ça dépend des gens. Il faut aussi mettre des objectifs qui sont faisables. C'est-à-dire que si vous êtes un parent en grande difficulté et que dans le jugement on vous explique que c'est quand vous aurez une maison avec 4 chambres, que vous aurez un super boulot et que et que tout ira bien, que vous pourrez avoir votre gamin peut-être un jour par semaine. Vous avez guéri votre schizophrénie, par exemple? Oui, voilà, par exemple, quand vous aurez guéri votre... Pas équilibré, on est bien d'accord. Non, guéri. Voilà. Forcément, les gens, ils ne peuvent pas adhérer à ça, et je pense que pour l'éducateur, il n'y a pas de travail possible, puisque de toute façon, ce n'est pas faisable. Donc, il faut à la fois mettre des objectifs qui soient pas trop élevés, et avoir une feuille de route suffisamment, c'est tout, c'est un art d'équilibre, précise, mais pas trop, pour pouvoir permettre à la fois à l'éducateur et la famille de savoir vers où il faut aller, mais en même temps à l'éducateur de pouvoir être inventif dans le quotidien et avoir quand même un peu de possibilité de faire des choses sans avoir recours au juge toutes les 3 minutes, parce que, bon voilà. Donc, c'est une espèce d'équilibre qui, si on le trouve, permet d'avancer, ou pas, mais en tous les cas, permet d'affiner le système qu'on essaye de mettre en place, pour offrir quelque chose d'un peu mieux à cet enfant-là que ce qu'il avait juste avant. Ok, Dani? Oui, lorsque vous rendez votre décision, vous la formalisez dans le jugement, est-ce que un parent peut avoir recours à vous en dehors de cette audience, en dehors de ce jugement, quand il se sent malmené ou mal apprécié? Alors, oui, il va écrire un courrier et dire Madame le juge, je veux vous voir. Bon, ils veulent souvent nous voir quand même. Hein. Bon. Mais d'abord, il faut trier sur ce qui est véritablement avoir ou pas avoir. Donc, est-ce qu'il peut? Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est une autre question. Donc, moi, ma façon de travailler, c'était d'interroger immédiatement les services pour savoir où on en est. Moi, quand j'ai pas vu quelqu'un, même depuis, je sais pas moi, même depuis un mois, on va dire, il peut s'être passé 50 choses. Il peut avoir perdu sa mère, s'être marié, enfin, je veux dire, il peut s'être passé plein de choses dans la vie des gens dont on n'a pas connaissance. Donc, première chose, interroger les éducateurs pour que celui qui a en charge cette famille-là puisse faire le point et qu'on soit à peu près au clair avec qu'est-ce qui se passe au moment où on a cette demande. Ça permet de filtrer ce qui est de l'ordre de il faut et de l'ordre de c'est pas vraiment le moment de le recevoir. Si je le reçois pas, j'écris pourquoi. Je fais un courrier, j'écris pourquoi. Le double du courrier, je l'envoie aux éducateurs parce qu'il faut qu'on ait tous un même niveau d'information, sinon c'est pas bon. De la même manière, quand je vais demander des explications aux éducateurs, généralement je joins la lettre. Pour que je ne joigne pas la lettre, il faudrait qu'il se passe quelque chose de l'ordre de la suspicion de quelque chose de grave qui pourrait se passer, etc., de l'ordre d'une infraction pénale. Voilà. Mais dans le temps normal, c'est ça. Et si je décide de le recevoir, je le reçois avec les éducateurs
comme une audience d'incident. Voilà. Et là, soit on redéfinit un cadre un peu différent, soit on repose le cadre pour que tout le monde puisse travailler. Voilà. Donc, oui, il peut avoir accès à son juge. On arrive au bout. Petite question. Oui, mais j'allais poser, vas-y. Est-ce que quand, mais qui me vient là, est-ce que quand on est parent et qu'on est dans du trouble mental, est-ce que nécessairement il faut un juge des enfants? Alors ça, c'est une grande question. Alors, Elle me vient là soudain. à partir du moment où il y a un équilibre qui existe et qui ne nécessite pas l'intervention du juge des enfants, moi je ne vois pas pourquoi, si l'enfant n'est pas en danger. Le danger, c'est pas la maladie mentale des parents en elle-même, c'est la manière dont cette maladie va interférer dans la vie de l'enfant. On peut... moi j'avais eu un énorme cas de conscience sur un enfant qui était issu d'un couple de malades mentaux, tous les deux. Alors je serais incapable de dire ce qu'ils avaient, mais ils étaient pris en charge à l'hôpital psychiatrique. C'est là qu'ils s'étaient rencontrés, c'est là qu'ils avaient fait cet enfant. Et ce petit Louis avait comme famille paternelle une famille extrêmement aisée, avec des oncles, des tantes, des grands-parents prêts à le prendre en charge, dans un cadre, à mon avis, matériel et affectif qui aurait été parfaitement valide, mais qui invalidait les parents. Et donc j'ai eu une demande de prise en charge de cet enfant par la famille paternelle, et je savais qu'il serait bien pris en charge, mais ça voulait dire que à moyen terme, les parents, en tous les cas, le père, mais il n'était pas très investi, ce père, à cet enfant. Il aurait pu encore avoir accès, mais que la mère n'y aurait plus du tout accès. Alors, c'est une décision difficile, hein. Mais j'ai décidé pour cet enfant qu'il resterait avec sa mère, parce qu'à ce moment-là, cette maman, il y avait un système autour d'elle qui permettait la prise en charge de cet enfant. Et la vie étant ce qu'elle est, même si je suis plus juge des enfants, elle doit habiter pas très loin de chez moi et je la croise très régulièrement avec son enfant. Elle l'a toujours avec elle et elle l'élève. Voilà, alors est-ce que c'était la bonne décision, est-ce que c'était pas la bonne décision? Toujours est-il qu'aujourd'hui, personne ne lui a enlevé son enfant. Donc je pense pas que la maladie mentale en elle-même est une raison de placement. Par contre, je pense que dans la société d'aujourd'hui, on n'a quand même pas beaucoup de relais, où c'est compliqué. Si vous n'êtes pas stabilisé de manière régulière, vous n'arrivez pas à conserver votre enfant. Il faut avoir un relais pour chaque fois que ça ne va pas bien. Mais il y a des enfants qui sont résilients et qui vont pouvoir grandir et bien grandir dans des contextes, quand on les raconte comme ça, on se dit, mais c'est de la folie, il ne faut pas laisser les enfants à cet endroit-là. Mais cet enfant-là, il peut y rester. Un autre enfant ne pourra pas. En fait, les équilibres dans la protection de l'enfance, c'est les capacités des parents, mais aussi la résilience des enfants. Ce qui veut dire que dans une situation A, on va placer cet enfant, et dans une situation B, on ne va pas placer cet enfant, parce que même si les situations sont identiques en termes de parentalité, l'enfant, lui, il n'a pas la même résilience et il est capable de fonctionner dans ce système-là avec des parents qui vont être défaillants sur certains points, mais des points avec lesquels l'enfant saura composer et pourra continuer à avancer. C'est en effet un équilibre fragile et difficile, parce qu'il ne faut pas se tromper, parce que la résilience des enfants, c'est comme la résilience des matériaux. Si on va trop loin, ça casse. Et il ne faut pas aller jusque-là. Mais c'est une des données quand même. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci vraiment sincèrement. C'était super. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Je ne sais pas ce qu'on voulait, mais en tout cas, on a tellement de choses dans ce que vous nous avez apporté. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je sais que c'était pas facile pour vous. Ah que non. Et Vous avez dit qu'elle était trop forte. Ah, mais je m'en Avec doutais, elle ferait l'affaire. mais là, je suis vraiment impressionné. Merci beaucoup, Madame de Duvet.